Daniel Villegas. En 1995, il a été emprisonné pour un crime connu sous le nom de Good Friday Shootings. En 1993, une voiture a ouvert le feu sur un groupe de 4 adolescents à El Paso, au Texas. 2 des adolescents, Armando Lazo et Bobby England, ont perdu la vie, et l'adolescent Villegas s'est retrouvé sur le banc des accusés. Dire que sa condamnation était entachée d'irrégularités est un euphémisme. Il a passé pas moins de 25 ans derrière les barreaux avant d'être libéré en 2018. Villegas a avoué, mais sous une extrême contrainte. Les inspecteurs l'ont interrogé pendant des heures, le menaçant des horreurs de la prison à vie s'il ne reconnaissait pas les meurtres. En réalité, personne n'a pu être relié au crime, faute d'ADN et de preuves médico-légales. Ce pauvre homme a eu 3 procès au total. Le premier, en 1994, s'est soldé par une fin de non-recevoir suite au témoignage d'un psychiatre sur la santé mentale de Villegas. En 1995, il a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à la réclusion à perpétuité. Villegas a tenté de faire appel en 1997. Sa vie en prison s'est donc poursuivie, et la vie continue. Il est difficile d'imaginer ce qu'il a vécu. Il y a eu un répit après 18 ans, lorsque le verdict a été remis en question et qu'il a été libéré. Cependant, le cauchemar n'était pas terminé. Un autre procès était nécessaire pour déterminer sa culpabilité une fois pour toutes. Villegas aurait refusé l'option du plaidoyer Alford, qui lui aurait permis d'admettre qu'il y avait suffisamment de preuves pour l'envoyer en prison, bien qu'il ait plaidé non coupable. Villegas a refusé cette option. Finalement, Villegas a eu droit à son jour de comparution devant le tribunal, le 5 octobre 2018. Comme vous pouvez le voir, sa réaction est incroyablement puissante et émouvante. À ce stade, Villegas a 41 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie d'adulte en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Il n'est pas étonnant qu'il ait eu du mal à se lever. L'issue de l'affaire dépendait de beaucoup de choses. Pendant sa période de liberté, Villegas s'était marié et avait eu des enfants. Il aurait été cruel que sa liberté lui soit à nouveau retirée. Il aurait ensuite travaillé dans le secteur de la construction et dans un cabinet d'avocats. Villegas a reçu une compensation financière dont le montant exact n'a pas été publié. Michael Hanline. Il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre au premier degré du motard J.T. McGarry par balle à la fin des années 1970. Avec l'aide du California Innocence Project, il a finalement obtenu l'annulation de sa condamnation injustifiée et a recouvré la liberté en 2014. À ce stade, il a passé 36 ans en prison. Comment s'est-il retrouvé derrière les barreaux? Un avocat véreux du nom de Bruce Robertson aurait intimidé des témoins, les orientant vers Hanline en tant que coupable. Robertson a ensuite convaincu les autorités de sceller des rapports de police essentiels qui auraient permis de le disculper. Le California Innocence Project a réussi à lever les scellés sur les rapports et à obtenir d'un juge qu'il reconsidère le verdict. Les actes répréhensibles ayant été révélés, ce n'était qu'une question de temps avant que Hanline ne soit finalement libéré. Une recommandation visant à annuler sa condamnation a été formulée en 2010, mais il a fallu attendre le 24 novembre 2014 pour qu'il entende les mots qu'il attendait depuis tout ce temps. Voici le moment où Michael Hanline a gagné sa liberté, à l'âge de 69 ans. Comme vous pouvez le voir, la réaction est discrète, mais la libération a dû être immense. À partir de là, il sort à la lumière du jour en homme libre. La presse attend de lui parler. En 2014, Hanline a été incarcéré à tort pendant la période la plus longue de l'histoire de la Californie. Compte tenu de ce qu'il a traversé, cet homme fait preuve d'une remarquable retenue. Et il semble avoir célébré sa libération d'une manière tout à fait terre-à-terre. Il s'est rendu dans son hamburger local. Il a ensuite fait de ses persécuteurs un repas, intentant un procès fédéral pour violation des droits civils et obtenant 10 millions de dollars. David Ranta. Il a été condamné à 37 ans et demi de prison à perpétuité pour le meurtre du rabbin Chaskel Wertzberger, membre de la communauté hassidique de Williamsburg, à Brooklyn, au début des années 1990. Le rabbin Wertzberger avait été mortellement touché lors d'un vol commis près de l'endroit où il accédait à son véhicule. Sa voiture a également été volée par les voleurs. Ranta a été désigné comme l'homme qui a appuyé sur la gâchette, mais il a bien sûr été condamné à tort. En coulisses, un complot aurait été ourdi entre la confrérie criminelle et les forces de l'ordre pour piéger Ranta. Le détective Louis N. Scarcella, dont le travail a été remis en question au fil des ans, était chargé de l'enquête. Selon David Ranta, Scarcella a fabriqué ses aveux et, au fil des ans, de nombreuses condamnations prononcées par Scarcella ont été annulées. Scarcella lui-même a nié tout comportement inapproprié. Un voleur nommé Joseph Astin a été identifié comme le tueur, bien qu'il soit mort dans un accident de voiture. La femme d'Astin s'est manifestée en 1996 pour affirmer qu'il avait commis le crime. Ranta a finalement été libéré le 21 mars 2013, à l'âge de 58 ans. Voici le moment où il a appris qu'il était libéré. La scène fait chaud au cœur,
même si la santé de M. Ranta a malheureusement été mise à rude épreuve. Il a en effet été victime d'une crise cardiaque dans les jours qui ont suivi sa libération. Il a survécu et s'est présenté à son tour au tribunal, cette fois en tant que membre du public. Il a d'abord intenté une action en justice pour 150 millions de dollars, mais la ville de New York lui a accordé 6,4 millions de dollars en guise de règlement. 2 millions de dollars supplémentaires lui ont été accordés par la Claims Court. Suzanne Mellen. En 1997, elle a été condamnée à la prison à vie à la suite du meurtre brutal de son ex-petit ami Richard Daley en 1997. Bien que la police de Los Angeles ait reçu des informations selon lesquelles des membres de gangs de la ville étaient impliqués dans le meurtre, elle s'est concentrée sur Mellen, mère de 3 enfants. Elle a passé 17 ans en prison et a été libérée grâce au projet Innocence Matters en 2014. Comment cette erreur judiciaire a-t-elle pu se produire? Madame Mellen semble s'être trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou plutôt, elle vivait auparavant avec sa famille, sur le terrain où le meurtre a eu lieu. Étonnamment, cela lui a permis d'être lié au crime, sur la base du témoignage de June Patty. Patty était un témoin très peu fiable. Néanmoins, sa déclaration a été utilisée comme preuve pour porter plainte contre Suzanne Mellen. Il était particulièrement exaspérant d'apprendre que le détective impliqué dans l'enquête avait également mis 2 hommes derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis 3 ans plus tôt. Quant à Mellen, elle a recouvré la liberté le 10 octobre 2014, à l'âge de 59 ans. Le juge a déclaré que son avocat de l'époque n'avait pas fait du bon travail pour la représenter. La voici peu de temps après avoir reçu l'heureuse nouvelle, même si elle est douce amère. Mellen a dû s'adapter à la vie en dehors de la prison, comme vous pouvez l'imaginer. Elle s'est teint les cheveux et se serait étonnée de l'existence d'appareils modernes tels que les téléphones portables. On peut lui pardonner de ne pas être à la pointe de la technologie, compte tenu de ce qu'elle a vécu. Un membre d'un gang a été arrêté pour le meurtre. Mellen a obtenu 12 millions de dollars de dédommagement de la part de la ville de Los Angeles. Eugene Johnson, Derek Wheat et Lores Glover. En 1996, les adolescents de l'époque ont été condamnés pour le meurtre de Clifton Hudson Jr. dans une rue d'East Cleveland l'année précédente. Glover a été condamné à une peine de 15 ans à perpétuité, tandis que Wheat et Johnson ont été condamnés à une peine de 18 ans à perpétuité. Le 26 mars 2015, ils ont finalement été libérés après avoir passé 20 ans derrière les barreaux. La police a attrapé les mauvaises personnes, mais comment? L'accent a été mis sur le témoignage de Tamika Harris, une jeune fille de 14 ans qui se trouvait sur les lieux lorsque Hudson Jr. est mort. Johnson, Wheat et Glover roulèrent dans la rue où l'homme a été tué et ont pris la fuite en entendant le coup de feu. La déclaration de Harris, qui montrait le tireur dans une voiture, a suffi aux officiers pour identifier leur véhicule et arrêter le trio. Seul problème, Madame Harris ne savait finalement pas ce qu'elle avait vu et a révélé plus tard qu'elle avait dit ce que les officiers voulèrent qu'elle dise. À la suite de cette révélation, Glover a été libéré de prison, mais il a été réincarcéré plus tard, lorsque la condamnation a été confirmée. En 2006, les 3 victimes d'East Cleveland ont reçu l'aide du projet Innocence de l'Ohio. Il leur a fallu une dizaine d'années supplémentaires pour obtenir gain de cause. Des documents de police contenant des informations qui contredisaient les recherches des inspecteurs ont finalement été rendus publics. À partir de là, ce n'était plus qu'une question de temps avant que Johnson, Wheat et Glover ne recouvrent la liberté. Ils ont été victimes d'une dissimulation de la part des autorités, qui ont voulu suivre une théorie particulière et ont ignoré d'autres preuves. Voici le moment où les 3 d'East Cleveland ont reçu leur jugement tant attendu. En 2019, Glover a été interviewé dans le cadre de la série de Netflix When They See Us, qui présentait une autre erreur judiciaire. Glover a évoqué la situation dans la série et s'est souvenu de sa propre expérience de pression de la part des autorités. Les 3 hommes avaient reçu chacun 5 millions de dollars de compensation de la part d'East Cleveland pour leur épreuve en 2018.